Nous allons parler d'un sujet que je trouve passionnant, qui est la construction hors site pour faire face aux enjeux des EHPAD de demain, avec deux personnes qui connaissent bien le sujet. Tout d'abord, Didier Salon, qui est architecte, qui est le fondateur de Didier Salon Architecte, et de Pascal Chazal, qui est le fondateur du groupe Hors Site. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Frédéric. Peut-être on va peut-être commencer par la présentation. Didier, peut-être vous présenter ou te présenter. Alors, moi, je suis né un peu architecture avec les personnes Alzheimer. J'ai commencé ça il y a 30 ans. Et j'ai appris avec le gestionnaire, l'utilisateur, et y compris les gens aussi, et les habitants, à faire le projet d'architecture avec les gens. Donc ça a été une expérience formatrice. J'ai appris à cette occasion à travailler ensemble, à travailler les usages et surtout à bien connaître les pathologies qui sont liées aux maladies des personnes. Voilà. Bon, voilà. Ensuite, j'ai fait j'ai eu une expérience de maîtrise d'œuvre. Après, j'ai rencontré Colette Hénard, donc je suis reparti avec elle dans l'observation très fine des usages et des pratiques dans les établissements. Ça a donné lieu au livre là, en 2006, Architecture et gérontologie. Travail qu'elle poursuit d'ailleurs avec Fanny Cérez, qui est vraiment très, très intéressant. Et puis après j'ai évolué un petit peu sur la construction. Je me suis intéressé aux procédés de construction, et notamment le bois, il y a 10 ans, jusqu'à essayer de construire hors site. Et puis voilà. Et puis après, j'ai rencontré Pascal. Pascal, peut-être te présenter. Voilà, alors Pascal Chazal. Donc, moi, j'ai un passé dans la construction bois. J'ai créé une entreprise il y a 40 ans maintenant qui s'appelle Ossabois, que j'ai développée pendant 30 ans, qui est devenue une des entreprises leaders de la construction bois en France. J'ai vendu l'entreprise en 2012 et je me suis vraiment intéressé à l'industrialisation de la construction. Et je me suis rendu compte qu'en France, on avait beaucoup de retard dans ce domaine-là et que d'autres pays avaient enfourché le cheval de la construction industrialisée beaucoup plus que nous, à travers notamment ce que les anglo-saxons appellent le off-site building. Et donc, j'ai vu que dans ces pays-là, il y avait un nouvel écosystème qui était en train de se développer autour du off-site building. Et cet écosystème, c'est un écosystème qui est centré plutôt vers la préfabrication que vers le chantier. Et donc, j'ai trouvé ça excessivement intéressant et j'ai voulu amener ce concept-là en France. Et donc, pour le faire, j'ai créé un petit groupe donc, qui s'appelle le groupe Hors Site. On a 3 activités. La première, c'est une activité d'édition. Donc, on édite un magazine qui s'appelle Hors Site, Construction Hors Site. On a également une activité de formation avec une école qui s'appelle le Campus Hors Site. Et puis, une activité de conseil avec du conseil vers les maîtres d'ouvrage, mais aussi du conseil vers les industriels pour accompagner en fait l'ensemble du secteur à mieux comprendre ce qu'est la construction hors site et ses nombreux avantages. Alors, vous l'avez compris, on va parler, alors je vais faire un abus de langage, une sorte de construction des EHPAD en usine, hors site, mais sans tout dévoiler. Peut-être commencer déjà par les enjeux des EHPAD, tels que vous les voyez, Didier. Donc moi, après avoir construit en traditionnel, voilà, je me suis aperçu quand même qu'on était au bout de ce mode constructif. Et puis, il y a eu le contexte du virus, de la Covid, etc. Ça donnait quand même l'occasion à tout le monde de réfléchir. Et puis de mettre, en fait, d'aligner les paramètres d'aujourd'hui qui sont finalement qu'il y a des besoins quantitatifs énormes qui sont liés à la démographie qui arrive. Il y a des besoins qualitatifs également qui sont assez différents des générations précédentes. Voilà. Et puis, il y a une temporalité qui est finalement assez courte, puisqu'on a des enjeux démographiques et de climat qui sont à l'horizon 10, 20, 30 ans. Quoi. En gros, si on ne fait pas quelque chose de significatif dans ce créneau, on n'arrivera pas aux objectifs. Voilà. Donc tout ça, ça a été quand même, pour moi, le déclencheur de la réflexion. Et associé à la rencontre avec Pascal et la construction hors site. Et là, je me suis dit, c'est vraiment, il faut qu'on travaille ensemble parce qu'il y a un sujet social et il y a un sujet technique et il y a des enjeux collectifs très importants, même voilà, pour notre vie en société, pour l'industrie, etc. D'accord. Dans votre
article, long article, on va dire, long article, dossier, pop titre, EHPAD de demain, construction de demain, vous insistez sur plusieurs éléments. Premièrement, une hausse du nombre de personnes âgées là en EHPAD, potentiellement là en EHPAD à partir de 2030, très importante. L'adresse dit 110 000 places. Donc ça, c'est en volume, le nombre de personnes. Et ensuite, le délai et ensuite le fait qu'une partie importante des EHPAD n'est pas va devoir être rénovée ou n'est plus dans les clous. Oui, c'est ça. En fait, on a deux sujets. On a un sujet sur la démographie, avec en gros 2 vagues qui arrivent à 10 ans d'écart, puisque en 2020, c'est la génération des plus 75, et en 2030, plus 85. Donc, la demande aujourd'hui, elle est plutôt donc, axée sur l'habitat senior du type résidentiel. Et la demande qui s'annonce en 2030 et au-delà sera plutôt sur une demande liée à la perte d'autonomie ou l'arrivée de pathologies associées à la longévité. Bon, qui est d'ailleurs évidemment une grande chance, mais enfin, il y a quand même des maladies associées. Bon. Et donc l'idée, c'est quand même de se caler dans ce cadre-là. Et je pense que quand même, on n'a pas tellement de solutions, quoi. Je veux dire, pour à la fois répondre à la qualité et à la fois à la quantité qui s'annonce. Et on peut rajouter à cela, peut-être Frédéric, si je peux compléter un peu le propos, on peut rajouter à cela que le bâtiment aujourd'hui représente près de 40% des émissions de gaz à effet de serre. On est en train de commencer aujourd'hui à en entendre parler. Vous avez une émission très intéressante sur la 5 il y a une semaine qui s'appelle « L'envers du béton » et qui explique très bien que le béton, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le béton à lui tout seul, c'est 3 fois plus que les émissions de toute l'aviation de toute la planète réunie. Et notre réflexe de construction, c'est de construire en béton, parce que c'est vrai que c'est très simple de construire en béton. Mais le béton a un impact environnemental qui est absolument plus soutenable. Et aujourd'hui, nous devons trouver des solutions autres pour construire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va abandonner le béton, parce que le béton, d'abord, est très difficilement remplaçable dans bon nombre de configurations. Et c'est un matériau fantastique. Mais il faut apprendre à utiliser moins de béton. Il faut apprendre à aussi faire du béton bas carbone, mais surtout à utiliser d'autres matériaux comme les matériaux biosourcés ou les matériaux recyclables. Voilà. Et donc, quand vous rajoutez ce paramètre-là aux deux que vient de décrire Didier, eh bien, en fait, on ne peut plus rester dans le modèle que l'on a aujourd'hui, qui est la construction traditionnelle construite sur le chantier en coulant du béton. Voilà. Donc, il faut inventer autre chose. Et la construction hors site est une réponse à tous ces enjeux. Oui, alors, précisons peut-être quelques chiffres pour qu'on comprenne bien l'enjeu. Dans votre document, vous expliquez que l'adresse, en 2021, 36% des EHPAD n'ont pas connu de rénovation depuis l'entrée en vigueur de la réforme de la tarification en 1999. Donc, il va y avoir des EHPAD, il va y avoir un enjeu de rénovation des EHPAD. Un EHPAD, c'est entre 5 et 10 ans pour construire un EHPAD. Et l'adresse dit qu'il manquera 108 000 places d'ici 2030. Juste pour qu'on se rende compte que ça donne, pour une ville comme Lyon, c'est 21, comme le Grand Lyon, c'est 21 EHPAD à construire d'ici 2030. Donc, il y a un problème de coût, il y a un problème de temps, et ensuite, il y a un problème d'environnement. Construction sur site pollue plus, enfin, émet plus des gaz à effet de serre que construction hors site. C'est ça. On peut également rajouter, Frédéric, la problématique de la main-d'œuvre. C'est qu'aujourd'hui, le monde du bâtiment fait face à une perte de la main-d'œuvre qualifiée qui s'en va à la retraite et qui n'est pas remplacée par les jeunes qui sont peu attirés par le monde du bâtiment parce que le monde du bâtiment, c'est pénible, c'est difficile, c'est à l'extérieur, on passe beaucoup de temps à se déplacer dans des camionnettes. Donc, on a une déshérence des jeunes du monde du bâtiment. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de bâtiments, beaucoup plus de rénovations avec moins de bras? Eh bien, il n'y a pas 50 solutions. Il faut apprendre à fabriquer dans un atelier ou dans une usine. La quantité en rénovation est colossale, elle est même beaucoup plus importante que de place à créer. C'est-à-dire que si tu fais, si tu fais 7500 EHPAD,
par 80 places en moyenne par EHPAD, par 34%, c'est-à-dire des EHPAD qui n'ont pas subi de travaux lourds, qui sont donc aujourd'hui un peu obsolètes, tu arrives à 216 000 places. Moi, j'ai fait le calcul, c'est colossal, c'est encore… Tu vois, donc, et là, les solutions, alors ça ne sera pas forcément du hors-site modulaire, mais ça peut être du hors-site en 2D, avec des éléments, etc. Donc, il y a plein de solutions qui peuvent être apportées par l'industrie. Et il faut absolument intégrer l'industrie dans le process bâtiment. En fait, c'est ça le sujet. Pour moi. On a compris les enjeux. Maintenant, je vais provoquer un peu. C'est-à-dire qu'en fait, la solution, c'est de construire un EHPAD en usine. Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Et après, de prendre d'énormes hélicoptères pour le poser. En fait, l'industrialisation de la construction, ça fait poser beaucoup de questions. Et quand on parle d'industrialiser un EHPAD, vous avez cette réflexion-là, mais de nombreuses personnes ont la même. On se dit, l'EHPAD va arriver d'un coup complètement fabriqué en usine, et puis il n'y aura plus de boulot pour les entreprises de bâtiment. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde du bâtiment a pris l'habitude de faire on peut dire des objets spécifiques à chaque fois que l'on va construire un bâtiment. On fait des purs prototypes, et ces purs prototypes, ils sont liés à des terrains qui sont différents à chaque fois, des réglementations qui peuvent être différentes, des besoins qui peuvent être différents. Les industriels ne savent pas faire de prototypes. Les industriels, ce sont des entreprises qui ont appris à être efficaces en répétant des gestes. Et ils ont, quelque part, ils vont faire des produits et des processus qui sont standardisés. Et c'est parce qu'ils standardisent les produits et les processus qu'ils vont être très efficaces. Moi, je prends souvent l'exemple de la télévision, hein, Frédéric. Je ne sais pas depuis quand vous avez changé votre télévision, mais en général, on change tous les 10 ans. Depuis hier. Sans blague. Non, vous allez confirmer si ce que je dis est vrai. En général, quand on achète une télévision, elle coûte 2 fois moins cher que celle d'avant et elle est 3 fois mieux. Et ça, c'est le miracle de ce qu'on appelle l'amélioration continue. On aimerait bien pouvoir en dire la même chose à propos de nos bâtiments. Et ce n'est pas le cas du tout. Nos bâtiments d'aujourd'hui coûtent beaucoup plus cher que ceux d'il y a quelques années. Et la qualité, on n'est pas sûr qu'elle soit améliorée. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher les bonnes choses dans l'industrie pour les amener dans le bâtiment. Alors, dans un EHPAD, ce qui est assez intéressant, c'est que l'EHPAD, il y a une partie qui sont les hébergements et les chambres, une autre partie qui sont les locaux communs, les locaux spécifiques. Eh bien, les locaux spécifiques, ça va être difficile à fabriquer en usine parce qu'ils vont être toujours différents. Donc, ceux-là, on va continuer à les faire sur le chantier de manière traditionnelle. On peut aussi utiliser, bien sûr, un peu de préfabrication. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les hébergements. Parce que les hébergements d'un EHPAD, finalement, on peut réussir à répondre au programme avec 2, 3 typologies d'hébergement. Donc, on va retrouver de la répétitivité, donc on va trouver du volume. Et finalement, nous, ce qu'on propose, c'est de fabriquer en usine de manière très efficace, finalement, les chambres. Et quelque part, on va avoir les chambres fabriquées de manière très efficace en usine. Ça va nous permettre d'améliorer considérablement la qualité. Ça peut même nous permettre d'améliorer, d'intégrer dans les chambres les nouvelles technologies. Vous savez, aujourd'hui, on a des voitures. Vous avez vu, les voitures, elles vont bientôt rouler toutes seules. Et puis nous, on n'a pas réussi à amener la domotique dans nos logements. Eh bien, si quelque part, on fabrique nos chambres d'EHPAD comme on sait fabriquer des voitures, on va être capable d'intégrer à l'intérieur des nouvelles technologies qui vont permettre d'apporter plus de confort et de facilité aux patients, mais également aux soignants. Et donc, finalement, ces chambres fabriquées en usine, on va venir les assembler sur le chantier et les autres locaux vont être réalisés de manière tout à fait traditionnelle. Ouais. C'est ce qu'on appelle, nous, la construction modulaire hybride qui allie les bonnes choses du bâtiment avec les bonnes choses de l'industrie. La vision est vraiment géniale. Vraiment, moi, je la découvre avec vous. C'est vraiment génial. En fait, c'est tellement évident. C'est ça, en fait. C'est tellement évident que c'est génial. En fait, donc, en résumé, les chambres seraient fabriquées en usine et les parties communes, le reste du bâtiment serait sur le chantier. Sur le chantier. Et bien sûr, en temps masqué. C'est-à-dire que pendant que, par exemple, l'entreprise de VRD et de maçonnerie vont réaliser les fondations, les locaux communs, etc., on va fabriquer les chambres en usine. Donc, ça se fait en temps masqué. Et quand le maçon a terminé, on va livrer les chambres. Frédéric, on est capable de poser
8 à 10 chambres par jour. Ça veut dire qu'en 10 jours, on a posé 100 chambres. Didier, alors je vais provoquer un peu, ça fait moins de travail pour les architectes, hein? Non. Enfin, oui et non. Il y a peut-être, non, parce que le temps qu'on passe généralement sur chaque opération à réinventer l'eau tiède et à réinventer la chambre, qui sera soi-disant géniale, mais qui en réalité ne l'est jamais, parce qu'on est toujours dans le truc de 18 à 20 mètres carrés, c'est toujours les mêmes trucs, hein, on sort jamais en fait du cadre. Et là, la construction hors site permet de sortir du cadre. On pourrait, par exemple, assez facilement, grâce à l'effet volume, fabriquer des chambres plus grandes. Et ça, c'est quand même un des objectifs aujourd'hui, d'avoir des chambres qui ne soient pas cantonnées au cahier des charges de 1999. On pourrait quand même envisager de passer au minimum à 25 mètres carrés. Enfin, je pense que ça serait quand même un bonus pour tout le monde. Et dans les 5 mètres carrés qu'on va faire en plus, eh bien, on peut faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et notamment, on peut avoir une partie, je dirais, la partie chambre. On n'est pas obligé de mettre le lit systématiquement au milieu de la pièce. On n'est pas, voilà, ça permet des tas de choses. Et ça, je voudrais rebondir sur cette question pour dire pourquoi la chambre faite en usine est plus performante que la chambre faite sur place. Parce que ça, c'est une question qu'évidemment, on se peut se poser. Et elle est plus performante, à mon avis, pour 2 raisons principales. La première, c'est que, d'abord, on est obligé d'y réfléchir beaucoup. Parce que comme on va en faire une quantité assez significative, on ne peut pas se planter. Tu imagines un constructeur de voitures bon, il faut, je crois, Pascal, sous ton contrôle, il faut 4 ans ou 5 ans pour développer une voiture, le concept, il faut 20 minutes pour la construire. Voilà. Et nous, dans le bâtiment, c'est l'inverse. On fait des études pendant 6 mois, et pour un bâtiment qu'on met 2 ans, 3 ans à construire. Ce n'est pas possible. On n'étudie pas assez les choses. Et ça, à chaque fois, tout le monde est coincé là-dedans. Bon, voilà. Et donc, je crois que ça, c'est une des raisons pour les… Voilà. Et puis, l'autre raison, c'est que comme on réfléchit beaucoup en amont, on est obligé d'associer tous les acteurs. Alors que dans le traditionnel, on dit à l'architecte, voilà le programme, démerde-toi, fais-nous la plus belle chambre du monde, sauf que tu ne peux pas. Et puis à la fin, on te dit, ah oui, non, mais on a oublié ci, on a oublié ça, et on recommence, tu vois. Et le chantier, on reprend les études sur le chantier. Et au final, tu as un truc merdique qui ne marche jamais. Voilà. Et donc ça, quand tu fais hors site, tu es obligé d'associer l'utilisateur au début, et tu lui fais valider le truc. Donc tout le monde réfléchit. C'est pas, j'attends que machin, il ait fait son truc. La question tout de suite qui me vient, c'est d'un côté, votre vision de construction hybride, est-ce qu'elle est moins chère que la rénovation d'un bâtiment existant? Ah, alors je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Je ne sais pas si Didier, tu as la réponse. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est vous savez, quand on parle de rénovation et de réhabilitation, j'ai un de tes confrères que tu connais bien, Didier, qui s'appelle Patrick Rubin, qui est un architecte spécialiste de la transformation, rénovation de bâtiments. Ouais. Et il dit pour qu'on rénove un bâtiment, il faut qu'il soit aimable. Il faut qu'il soit aimable. Et j'aime beaucoup cette expression parce qu'on a des bâtiments qui méritent vraiment d'être rénovés. Quand on va les rénover, on va sauver des matériaux, ça c'est très important parce qu'aller puiser des matériaux sans fin dans notre planète, cette ère-là, elle est terminée, elle est derrière nous. Donc si on peut sauver des matériaux, c'est tant mieux pour notre planète. Mais par contre, parfois, ça peut coûter plus cher, effectivement, que de la construction neuve, de rénover. Mais si le bâtiment est aimable, ce n'est pas très grave. Et puis, parfois, on a des bâtiments qui ne le sont pas aimables, qui ont vraiment trop d'inconvénients. Eh bien, on peut parfaitement imaginer les déconstruire et ensuite venir construire un EHPAD neuf en remplacement. Ce qui est très intéressant, c'est comment on est capable de construire dans des délais beaucoup plus courts. Ça va nous permettre de pouvoir répondre beaucoup plus rapidement aux besoins. On est capable de diviser par 2, voire par 3, le temps de construction avec le système de la construction hors site modulaire. Ouais, il me semblait que pour la rentabilité des EHPAD, le nombre de chambres va augmenter dans les prochaines années, non? Oui, parce que ça, c'est des questions d'exploitation et de ratio de personnel. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses qui peuvent être mutualisées davantage en termes d'exploitation. Mais ce que je voudrais rajouter là, sur ce que a dit Pascal, qui me vient à l'idée, c'est que il faut quand même, on part toujours du principe que
la première économie, c'est l'argent qu'on n'a pas dépensé. Ça, pour moi, c'est la base. Et quand tu arrives sur un bâtiment existant que tu dois rénover, la question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est de savoir à quoi va servir l'argent qu'on va dépenser. Est-ce que ça va servir à faire un truc qui sera au final presque aussi cher qu'un bâtiment neuf, mais qui sera déjà obsolète avant même de rentrer en service? Ou est-ce qu'il vaut mieux démolir tout ou partie, ou faire du phasage, etc., et dépenser la même somme d'argent, mais avec une partie neuve, peut-être une partie ancienne, etc. Et ça, ce sont des arbitrages qui se font, je dirais, un peu au cas par cas. Mais la solution, en fait, du hors-site, c'est un outil supplémentaire de réponse, et qu'on n'a pas forcément, qu'on n'avait pas avant. Voilà. Et c'est là où c'est aussi intéressant. Un exemple que je peux donner, Frédéric, c'est ce qu'ont fait les Anglais sur les écoles. En fait, en Angleterre, ils sont arrivés à un petit peu là où on est en train d'en arriver au niveau des EHPAD, avec des besoins tout à fait considérables de rénovation des écoles ou de construction de nouvelles écoles. Le volume était tout à fait considérable parce que sur l'ensemble du Royaume-Uni, c'était 400 écoles par an pendant 10 ans à construire ou à rénover. En fait, ils ont commencé à lancer des accords cadres quand ils se sont rendus compte de l'ampleur des besoins, des accords cadres en construction traditionnelle. Et en fait, ça a été un échec. C'était un échec. Ils n'arrivaient pas du tout à atteindre le niveau de qualité, de prix avec la construction traditionnelle parce que, justement, on manque de bras dans le monde de la construction. Donc, ils se sont orientés vers la construction hors site modulaire et ils ont vraiment réinventé, et ça, c'est l'éducation nationale qui s'est vraiment reposé la question, finalement, qu'est-ce que c'est une école qui va nous permettre de faire le meilleur enseignement possible pour nos enfants? C'est ça le sujet. Ah oui, donc ça pousse à l'innovation pour voilà. avoir Et en fait, une mission supérieure, d'ailleurs, j'allais dire. Et en fait, l'enseignement d'aujourd'hui, avec beaucoup de digital, on ne fait plus l'enseignement aujourd'hui comme on le faisait il y a 40 ans. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas dans les vieilles écoles à faire l'enseignement qu'on voudrait aujourd'hui pour nos enfants. Et donc, ils se sont vraiment reposé la question, qu'est-ce que c'est la meilleure école du monde pour faire le meilleur enseignement pour nos enfants? Là, ils ont travaillé pendant 2 ans sur les usages avec les enfants, les parents d'élèves, les enseignants, les associations, la femme de ménage, etc., etc. Ils ont imaginé ce qu'ils appellent, eux, des clusters. Donc, ce sont des espaces et des clusters interconnectables entre eux. Donc, avec ces clusters, on va être capable d'assembler pour faire une école. Et bien sûr, ces clusters interconnectables doivent nous permettre de nous installer dans le plus de terrain possible et de cas de figure possible parce qu'on va démolir des écoles et construire autour ou à la place. Et ensuite, ils sont allés travailler avec les industriels pour mettre au point les modules avec lesquels on va pouvoir construire ces clusters. Ils ont commencé il y a 7 ou 8 ans. Il y a 6 ans, ils ont fait un premier raccord cadre. C'était 190 millions de livres. Le deuxième, c'était 300 millions de livres. Un an plus tard, le troisième, c'était 1 milliard de livres. Et le quatrième, qui date de l'année dernière, c'est 3 milliards de livres pour faire des écoles hors site modulaires. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'ils font une école sur 3 hors site modulaire fabriquée en usine. Écoutez bien, Frédéric, ils sont capables de livrer un collège pour 500 élèves en 12 semaines. Ça veut dire pendant la période de vacances scolaires. Oui, je n'ai pas réalisé. Imaginez. Et les écoles aujourd'hui savent les construire entre 10 et 20% moins cher que la construction traditionnelle. La qualité, elle est juste remarquable. Alors, nous, on y est allé visiter avec des professionnels de la construction français qui ont trouvé la qualité tout à fait remarquable. Mais on a aussi voulu juger de la qualité d'enseignement et on a amené des enseignants français visiter ces écoles. Ils sont tombés à la renverse. C'est-à-dire que quand vous pensez 400 écoles par an pendant 10 ans, vous ne pensez pas à l'école du village que vous allez faire une fois. Et donc, ils sont allés très, 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 très loin. Et les enseignants nous ont dit, on n'a jamais vu des écoles dans laquelle on pouvait faire une telle qualité d'enseignement. C'est extraordinaire. Et la cerise sur le gâteau, et ça je l'avais vu dans ce que tu avais montré, c'est que les enfants sont en capacité de dessiner des configurations de leur future école. Sur un iPad avec la maîtresse.
Donc ça, tu vois, ça ouvre. Ça, et ce n'est pas du pipeau. Hein, alors là, il n'y aura plus besoin d'architecte. Hein. Donc, justement, les enfants, finalement, vont faire le Alors là, cahier si on des charges. ubérise complètement, c'est les enfants qui… Non, les enfants vont faire le cahier des charges. Quand ils vont jouer avec la maîtresse, c'est quoi notre future école? En fait, ils vont dresser le cahier des charges. Et en fait, les Anglais ont fait une sorte de framework. Et les architectes anglais utilisent le framework et vont créer l'école à partir des composants standardisés qui sont fabriqués en usine. Moi, mon rêve, si tu veux, sur le sujet des EHPAD, c'est de faire l'EHPAD citoyen. C'est-à-dire que de revenir au fond à ce que moi j'ai appris au début et qui m'a complètement fasciné toute ma carrière, c'est-à-dire de pouvoir faire le projet avec les gens. Voilà, ça, je pense que c'est quand même la base. Et je trouve que ça, on a des outils maintenant et des solutions, et le hors-site c'en est une, qui permet d'associer finalement l'utilisateur à la fabrication de son cadre de vie. Et ça, c'est quand même hyper important. Enfin, toi, sur le plan citoyen, voilà. Alors, on parle beaucoup de citoyenneté, tu vois, mais en réalité, les gens, ils font quoi? Ils choisissent un modèle qui existe déjà, tu vois, la résidence senior machin, avec le service truc, l'EHPAD machin, t'es dépendant, t'es pas, t'es toujours dans une case. Mais en réalité, t'es jamais acteur. C'est le cadre qui est figé. C'est jamais toi qui participe au projet, tu vois, t'es le vieux qu'on ne sait pas où mettre, qu'il va falloir mettre dans une case. Bon, et moi, j'ai pas envie de vieillir comme ça. Et je pense que je suis pas tout seul. Là, on retrouve le jeune baby boomer. Bref. Dans le monde, votre vision sur les EHPAD, dans le monde, est-ce qu'il y a un pays qui en avance dans votre vision ou… La France a été il y a eu un article l'autre jour, je ne sais plus qui a dit, la France a été l'inventeur de l'EHPAD, et c'est vrai. Et d'ailleurs, le modèle s'est exporté grâce d'ailleurs aux groupes commerciaux à l'étranger. Aujourd'hui, c'est un modèle quasiment international, quoi. Donc, mais votre vision, Pascal, il y a des pays où la construction hors site, en fait, dans les EHPAD, est déjà avancée ou… Alors, on va dire pas véritablement. Il y a quelques exemples, effectivement, en Scandinavie. Alors, en Scandinavie, par exemple, d'une manière curieuse, vous avez IKEA, qui est devenu un acteur de la construction et qui a mis au point un concept de logement qui s'appelle Boklok. Il est associé, donc IKEA est associé avec Skanska, qui est le gros major de la construction scandinave. Et depuis 15 ans, ils se sont intéressés à construire des logements 25% moins chers que la construction classique et traditionnelle, tout simplement parce qu'ils trouvaient que les gens normaux, avec des revenus normaux, ils ne pouvaient plus acheter un logement. Et en fait, ils ont parfaitement réussi leur pari, puisqu'aujourd'hui, ils produisent 1500 logements par an en Suède, 25% moins cher que tous les concurrents. Et en fait, ils ont travaillé avec la reine de Suède pour travailler sur… non pas des EHPAD, mais pour des handicapés, en fait. Et ils ont adapté ces logements 25% moins chers à des personnes handicapées. Et le modèle est incroyable. Le modèle est incroyable parce que c'est une communauté de vie avec beaucoup d'humanité et qui se construit à des prix que personne n'a jamais vus. Et tu vois, ça rejoint tout à fait les idées d'aujourd'hui qui sont notamment l'habitat inclusif. L'habitat inclusif, bon, c'est quand même un endroit que les gens sont censés avoir choisi, puisqu'ils ont ce genre de vie partagée. D'ailleurs, la partie vie partagée, c'est-à-dire la partie espace collectif, est financée quand c'est bon. Donc, je pense que là, ça serait l'occasion de mettre les gens en situation d'acteurs à fabriquer leur habitat, quoi, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on mettrait les seniors dans l'usine de Pascal, c'est ça? Pour moi. Le secteur des EHPAD, comment est-ce qu'il perçoit votre vision? Eh ben, alors, je sais pas si… En fait, bon, moi, j'ai lu le document. D'abord, vous avez déjà des acteurs des EHPAD qui utilisent la construction hors site, par exemple pour les salles de bain. Vous avez un groupe que je ne citerai pas, mais qui utilise depuis de nombreuses années des salles de bain fabriquées en usine. Et ils ne sont pas revenus en arrière et ils ne reviendront pas en arrière parce que quand vous avez goûté à des salles de bain fabriquées en usine, quand vous avez réussi à mettre en place le modèle économique pour que ça puisse se faire, jamais vous revenez en arrière. Parce que les salles de bain d'EHPAD, c'est là où vous avez tous les emmerdements. C'est là où vous avez toutes les réserves, c'est là où vous avez les fuites, etc. Quand elles sont fabriquées en usine,
elles arrivent sur le chantier, elles sont parfaites. Elles sont parfaites, il n'y a pas de réserve, elles sont nettoyées, elles sont propres, elles sont garanties sans fuite, et ça pour de nombreuses années. Donc, les acteurs aujourd'hui utilisent déjà un certain nombre de composants fabriqués en usine. La plupart s'interrogent sur aller plus loin. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour faire plus en usine de manière à réduire la durée de chantier, mais pas que. Vous savez qu'un chantier, Frédéric, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais un chantier, c'est avant tout un nombre incalculable de camionnettes qui vont et qui viennent. Oui. Et quand vous construisez en ville, par exemple, c'est un poison pour la ville. Parce que les ouvriers, vous savez qu'ils n'habitent pas sur le chantier, ils habitent en moyenne à 1 heure et demie du chantier. Il faut qu'ils viennent en camionnette tous les matins, qu'ils repartent tous les soirs. Il faut les livrer avec des matériaux toute la journée. Quand on fait de la construction modulaire, on arrive, écoutez bien, à diviser par 5 le nombre de camionnettes. Oui. Vous imaginez les avantages, bien sûr, en termes de nuisance pour la ville et pour les voisins. Imaginez que dans Paris, on divise par 5 le nombre de camionnettes qui alimentent les chantiers. C'est absolument considérable. On va aussi limiter le bruit, les poussières, puisqu'on va faire de l'assemblage et non plus de la construction. Quand vous construisez un EHPAD ou quand vous agrandissez, par exemple, un EHPAD existant, si vous agrandissez un EHPAD existant avec des constructions traditionnelles, vous êtes parti pour un chantier qui va empoisonner la vie des patients, enfin des résidents, pendant un an. Ah oui, votre sujet est vraiment génial. Ouf. Le sujet est assez génial. Ouais. Est-ce que ça ne se développe pas plus vite? Est-ce qu'il y a des blocages encore à lever pour que votre vision Il y a un blocage culturel. Enfin, moi, je peux parler, Pascal, tu compléteras, mais il y a un blocage culturel parce que, comme tu dis, tu n'arrêtes pas de le dire, que va faire l'architecte, tu vois? C'est-à-dire que c'est symptomatique. La question, elle est symptomatique, elle est importante. Parce qu'on a l'impression que parce que la moitié du bâtiment est fabriqué à l'usine, il n'y a plus d'archi. Mais non, c'est pas vrai. Simplement, la compétence, l'intelligence, elle se déplace. Voilà. Mais à mon avis, elle va dans le bon sens puisqu'elle va vers l'usager. Donc, moi, et ça produit, en plus, ça développe la production et on en a besoin. Donc, et ça résout plein de problèmes, climat, démo, etc. Donc, moi, je comprends pas pourquoi. Mais tu sais, il y a des blocages. Tout le monde sait que dans 30 ans, si on ne fait rien, il y a la moitié des villes qui vont être inondées. Bon, à New York, là, ça y est, ils ont démarré, ils construisent des murs, tu vois, parce qu'ils ont peur que le glacier de l'Antarctique se mette à fondre. J'ai vu ça, oui. Fou. Bon, voilà. Donc, si tu veux, tout le monde pense que ça n'arrivera jamais. Tout le monde le sait, mais tout le monde pense que ça n'arrivera jamais. Bon, et l'autre moralité, on ne fait rien. Voilà. Sauf qu'en France, et puis en Angleterre, et tout ça, ils sont déjà vachement avancés. Hein. Nous, en France, on est vraiment nuls, quoi. Enfin, pas nuls. Peut-être pour compléter, Didier, en fait, le préfabriquer, ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de mettre en œuvre la culture, le processus et le leadership de la construction favorable pour que ça puisse se faire. Et c'est ça qui est difficile. Alors, je pense aussi que les décideurs enfin, sont peut-être un peu plus âgés que moi, mais ont nos âges, en fait. Oui. Et il doit y avoir, à mon avis, dans la génération, une mauvaise image du préfabriqué. Alors qu'à Pascal, vous disiez que c'était l'inverse. Maintenant, c'était la qualité qui était meilleure. Tout à fait. Il y a effectivement une mauvaise image. Il y a aussi des gens qui ont peur, finalement, d'évoluer, de perdre peut-être leur job, etc. Mais je pense qu'on est au-delà de ça maintenant. Je pense qu'on est au-delà de ça. On est dans une prise de conscience climatique et environnementale qui fait que ça doit changer. Et tous les grands acteurs aujourd'hui le savent et le disent. Simplement, ils n'ont pas encore véritablement compris qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça change, mais ils sont à l'écoute. Et ils sont plus bloquants. Quand vous avez, par exemple, un groupe comme Bouygues qui vous dit on veut faire 50% de construction bois d'ici 2030, ça veut dire qu'il va falloir que les règles de la construction bois évoluent parce que ça va être un besoin pour eux. Hein. Alors que peut-être avant, ils avaient plutôt tendance à ne pas pousser la construction bois. Donc tout ça, c'est en train de changer et c'est vraiment un problème culturel. C'est pour ça que nous, on a créé le magazine, c'est pour ça qu'on a créé l'école, c'est pour ça qu'on a créé l'activité de conseil pour accompagner les acteurs
à travers des formations, à travers des missions d'accompagnement. Et quand on est en contact direct avec eux, quand on leur explique, en fait, ça va très, très vite au final. Ils sont capables de se transformer très, très rapidement. Et aujourd'hui, on est dans l'urgence. On est dans l'urgence climatique, mais demain, on va être dans l'urgence des personnes âgées qui vont être en perte d'autonomie, qu'il va bien falloir accueillir quelque part. Et en fait, on a vraiment un besoin tout à fait considérable de se transformer. Alors, bien sûr, on dit toujours ça va mettre des années et des décennies et des décennies. J'étais hier au forum Energy Sprong. Energy Sprong, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Et Sébastien Delpont, qui est le directeur, a montré 2 photos que j'ai adorées. Il a montré une photo d'une rue de New York en 1900. Et là, vous avez des calèches à cheval. Et puis, il y a une voiture automobile toute seule au milieu. Et puis, il y a la même photo en 1913, c'est-à-dire 13 ans plus tard. Et là, vous avez plus que des voitures automobiles. Donc, on a basculé de la voiture à cheval à de la voiture automobile dans un temps très court parce qu'il y a des industriels comme Ford qui se sont emparés du sujet et qui ont réussi à transformer. Et c'est ce qu'il faut que nous, on fasse aujourd'hui. Dans le bâtiment, parce que… Voilà. Pour le bâtiment, pour la sauvegarde de notre planète, et en tout cas de notre existence sur cette planète, et puis pour les personnes âgées, dont je vais être, moi, dans quelques années, et qu'on aimerait accueillir bien plus dignement dans des établissements. Bon, c'est là qu'on dit qu'il n'y a qu'une personne sur 8 qui finit dépendant. Oui, c'est ça. On reste positif. Concrètement, vous avez un projet UCL, j'ai bien prononcé. USL. USL, voilà. USL. C'est ça. Tout à fait. On a un projet qu'on porte avec Didier et puis un certain nombre d'autres partenaires où finalement, on va essayer de répondre à toute cette attente et toute cette demande. Et donc, on est en train de travailler sur un concept donc, de chambre, ou plutôt plus exactement d'hébergement, voire même de lieu de vie pour les seniors, qui serait donc fabriqué en usine. Et fabriqué en usine, on peut voir ça comme c'est le cas pour certains. Finalement, ce n'est pas véritablement une usine, c'est un entrepôt et je vais héberger une activité bâtiment sous un toit. Mais on peut imaginer que cette fabrication industrielle soit véritablement industrielle. Frédéric, vous savez très bien, par exemple, que le monde de l'automobile est en train de se préparer à fermer bon nombre d'usines, puisque d'ici 2030, il y a 30% du chiffre d'affaires des équipementiers automobiles qui va être perdu. Donc, ça va se traduire par des fermetures d'usines, puisque avec le développement de la voiture électrique et de l'autopartage, on n'a plus besoin de boîte à vitesse, plus besoin de moteur, plus besoin de pot d'échappement, plus besoin de radiateur, etc. Eh bien, transformons ces usines pour fabriquer des éléments pour le bâtiment, par exemple, comme des chambres d'EHPAD. Donc, on est en train de travailler sur ce sujet, de mettre au point, en travaillant sur les usages, avec véritablement des spécialistes des usages dans le monde des seniors et du vieillissement, pour inventer, et Didier va nous en parler un petit peu plus parce que c'est lui le spécialiste, la chambre idéale pour pouvoir répondre à ses besoins. Nous, ce qu'on veut faire, c'est fabriquer ces chambres de manière très efficace en usine pour être capable d'apporter vraiment un produit d'une très, très, très grande qualité à un prix très intéressant. Et ces chambres, on va les assembler sur place avec des entreprises de bâtiments qui réaliseront également tous les locaux communs parce que ceux-ci, on va les faire de manière tout à fait traditionnelle. Oui, tout à fait. Moi juste juste la chose importante, c'est que en fait, depuis qu'on a lancé ce travail de développement, ça m'a permis de faire ce que je n'ai jamais pu faire, c'est-à-dire de passer 6 mois à travailler sur une chambre. Chose c'est impossible. Voilà. Et donc ça, je suis vraiment ravi de faire ça et de voir que finalement, dans une chambre, chaque centimètre carré, il se passe quelque chose. C'est absolument phénoménal, le nombre de détails d'usage donc voilà, qu'on peut vraiment travailler. Il y a une quantité de sujets absolument incroyable. Et donc là, pour l'instant, on est sur deux. En fait, on pourrait résumer en disant qu'il y a 2 grands axes de travail qui sont la partie évolutivité du
la chambre, enfin, du modèle, du module, et la partie personnalisable. Donc, la partie évolutivité, pour nous, c'est la capacité en fait, de faire évoluer un programme. C'est-à-dire que, imaginez par exemple que vous avez, avec 2 types de modules, vous faites un appartement qui convient pour une résidence senior, et puis dans 10 ans, dans 15 ans, vous remplacez ou vous modifiez un des modules et vous faites 2 chambres d'EHPAD. Bon, voilà. Ça, c'est l'évolutivité de l'immobilier, sachant qu'il faut intégrer d'entrée de jeu les durées d'amortissement. Ça fait partie de l'équation. Bon, on ne peut pas refaire un bâtiment tous les 10 ans. Bon. Voilà. Alors ça, c'est un point très important. Et puis, on s'attache aussi à démontrer qu'on peut personnaliser les choses à la fois au niveau, je dirais, des capacités d'adaptation du système à des configurations locales, des terrains, des contextes, des esthétiques, des dispositions, l'ensoleillement, etc. Des façades aussi. On peut faire le module, si vous voulez, c'est une boîte élémentaire. Après, vous pouvez faire la façade que vous voulez. Vous pouvez rajouter un beau window, mettre des grandes fenêtres. Voilà. On peut avoir des types de choses voilà, qui permettent de s'adapter. Donc, et puis personnaliser aussi, enfin, rendre aussi la chose évolutive du point de vue de la personne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du module, pouvoir dire, pour pouvoir garder son autonomie, on va préparer les aides techniques nécessaires. Alors que ce soit dans les déplacements, que ce soit dans la communication, la vie sociale, le travail des personnels, avec la partie, tous les actes de soins, etc. Voilà, ça, c'est des choses très importantes et de pouvoir s'adapter au fur et à mesure que la personne évolue. Voilà. Donc, vous pouvez rentrer dans une chambre quasiment autonome et rester dans la même chambre avec des handicaps, des problèmes, etc. Et ça, je crois que ça fait partie aussi des aspirations de tout le monde. Voilà, en gros, les axes sur lesquels on a commencé, et bien avancé d'ailleurs, à travailler. Et avec les partenaires qui commencent à arriver. Un mot de conclusion. Qui fait la conclusion? Vas-y, Pascal. Pascal. La conclusion, c'est que, vous savez, le monde de la construction, c'est un monde qui n'a pas fait sa mutation industrielle. C'est à peu près le seul domaine aujourd'hui n'ayant pas fait sa mutation industrielle. On construit en gros aujourd'hui exactement de la même manière qu'on le faisait il y a 40 ans, mais les bâtiments d'il y a 40 ans ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Les bâtiments d'aujourd'hui sont devenus d'une très, 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 très grande complexité. Et donc, faire des bâtiments complexes avec des méthodes qui marchaient bien quand les bâtiments étaient simples, avec en plus une main-d'œuvre qualifiée qui est en train de disparaître, eh bien, on est devant le mur. Donc, il faut véritablement changer ça. Et puis, les enjeux climatiques sont tellement importants que c'est vraiment le moment de se transformer et d'imaginer un monde nouveau pour la construction. Oui, c'est ça. Je vais juste rajouter une phrase pour dire qu'on a quand même le sentiment avec Pascal que les planètes aujourd'hui sont alignées. C'est-à-dire qu'on a les gros sujets, on a les solutions. Il n'y a plus qu'à le faire, quoi. Voilà. C'est quand même là vraiment, si on le fait pas, c'est criminel, quoi. C'est-à-dire que, et moi, si je fais tout ça aussi, c'est par conviction. J'aimerais bien comment dire, faire avancer le schmilblick et laisser une orientation, quelque chose qui dise bon ben voilà, on y pense, quoi. On n'attend pas que ça nous tombe dessus. Voilà. C'est ce que j'aimerais bien laisser pour la suite. Superbe conclusion. Merci Didier, merci Pascal, merci beaucoup pour ce superbe sujet. Merci beaucoup. Merci à toi Frédéric. Merci.